C'était son heure préférée. Pas aussitôt qu'on eut allumé les lampes du bureau et de l'atelier, car il n'aimait pas voir alors le jour se traîner dehors. Surtout le jour griffère de la cour. Et souvent, on devait éclairer très tôt, parfois toute la journée. Le commencement de son heure, comme il l'appelait en pensée, c'était le moment où les enfants revenaient de l'école. Il y avait déjà un certain temps que les ampoules électriques étaient allumées. Le poêle de fonte ronronnait. C'était un poêle d'un ancien modèle, comme il n'en avait vu nulle part. Et il aurait volontiers affirmé qu'il avait sa vie propre, qu'il était un personnage, et non le moins important dans le bureau. Il avait obtenu de s'en occuper. C'était mademoiselle Germaine, avant lui, qui le chargeait de temps en temps et secouait les cendres du bout du tisonnier. Les premiers jours, il la regardait avec envie, comme un gosse. Il n'osait pas encore se proposer. Il se sentait trop nouveau. Mais, une fois que le seau à charbon était vide et qu'il était allé le remplir sous le hangar, il murmura en ouvrant le couvercle du poêle : « Vous permettez ?» Il y avait, à côté du bureau, un escalier qui conduisait au premier étage, où se trouvaient, face à face, les appartements des deux frères. Le corridor donnait directement dans la cour, mais la porte qui faisait communiquer le bureau avec ce corridor était presque toujours ouverte, de sorte qu'on entendait les bruits de la maison, les 1000 bruits familiers des deux ménages. Pourquoi était-ce Albert Jaminet, le jeune, son préféré, qui avait une femme mince, noiraude et sèche, toujours souffrant de migraine, toujours dolente ou de mauvaise humeur, alors qu'Émile, l'aîné, avait, lui, une femme accorte, jeune d'aspect, rose et gaie. Cela le choquait. 10 fois par jour, la femme d'Albert se penchait sur la rampe, là-haut, appelait son mari d'une voix aigre, et celui-ci se précipitait, comme s'il avait peur d'être pris en faute. On les entendait chuchoter. Elle avait besoin d'un coup de main, ou quelque chose d'à tracasser, ou encore elle l'envoyait faire une course dans le quartier. Jamais il ne se plaignait. Il revenait ensuite à sa place en souriant, satisfait d'avoir accompli son devoir. Un peu après 4 heures, et c'était le bon moment qui commençait pour Alain, les enfants revenaient de l'école. Les 2 garçons d'Albert avaient 9 et 11 ans, sa fille 15 ans, et elle marquait toujours un temps d'arrêt dans le corridor pour jeter un coup d'œil au nouvel employé. Émile, lui, avait 2 jumelles de 12 ans et un fils plus âgé qui faisait ses études à Paris. On les entendait aller et venir, traîner les pieds, les chaises sur le plancher. L'odeur du chocolat de leur goûter descendait jusqu'au bureau. Puis il y avait le grand silence, l'heure sacrée des devoirs. On les devinait tous sous la lampe, suçant le bout de leur crayon ou de leur porte-plume, tandis que le dîner mijotait dans les 2 cuisines. Mademoiselle Germaine tapait. Elle tapait vite, sans regarder son clavier. Ses doigts exécutaient comme une danse sur la machine. Et c'était le heurt du rouleau à bout de course qui donnait son rythme à cette musique. De l'autre côté du Judas, dans l'atelier ruisselant de blancheur, les machines noires fonctionnaient avec leur bruit de rouage bien huilé. Monsieur Émile, en blouse grise, corrigeait des épreuves ou surveillait une mise en page sur le marbre. Monsieur Albert, lui, était le plus souvent penché sur ses devis ou dans ses comptes. Et Alain allait et venait, grimpait parfois sur l'escabeau pour atteindre les plus hautes planches des étagères, où les boîtes de fiches étaient rangées. Il les connaissait déjà, ces fiches, et les noms des abonnés des diverses feuilles, des bulletins, des almanachs, certains noms drôles, inattendus. Il y avait des gens qui changeaient tout le temps d'adresse, d'autres dont la fiche, sans un changement, datait de 20 ans. Son travail ne l'empêchait pas de penser, ni d'écouter les bruits d'en haut, ni de regarder la nuque de mademoiselle Germaine, couverte d'un duvet doré. Ce jour-là,
comme M. Émile mettait son pardessus et son chapeau pour aller voir un client en ville, il hésitait un bon moment à dire à la jeune fille « J'ai un nouvel ami ». Il aurait ajouté sans doute avec orgueil « Un nouvel ami qui m'a traité comme un homme ». Et vous savez, ce n'est pas n'importe qui. Il a fait 10 ans de bagne. Il s'est échappé 3 fois, les 2 premières fois par la forêt, où, la seconde fois, il a été retrouvé presque mort. La 3e, dans une embarcation pas plus grande qu'une coque de noix, à bord de laquelle il a cependant navigué d'île en île, dans la mer des Caraïbes, peuplée de requins. Quel souvenir il gardait du chemin parcouru la veille, côte à côte, avec Joseph Bourg. Et comme c'était venu naturellement. Quand la nuit était tombée, quand le silence s'était fait peu à peu dans la maison des Fouqueray, il s'était levé, par politesse, pour ne pas les déranger trop longtemps. Il avait annoncé « Il est temps que je rentre ». Alors, tandis que Madame Fouqueray l'aidait à passer son pardessus, Bourg s'était levé tout naturellement et avait endossé une courte veste de chasse. « Je vous accompagne un bout de chemin », avait-il dit. Les autres devaient avoir compris que c'était important, car Fouqueray n'avait pas proposé de venir avec eux. Il s'était mis à marcher lentement, d'un pas de promenade, d'abord à travers le lotissement, puis le long de la route. Et le ciel était clair, les arbres se dessinaient en noir, le sol résonnait sous les semelles. Nous avions à peu près votre âge quand nous nous sommes connus, votre père et moi. Avait-il encore dit « vous » par la suite? Pas longtemps, en tout cas. Presque d'emblée, l'ancien bagnard l'avait tutoyé, sans s'en excuser. Et Alain, qui n'avait jamais aimé la familiarité des gens, lui en avait été reconnaissant. C'était à Marseille. Ton père vendait des journaux. Il attendait, dans une petite rue sombre, derrière l'imprimerie du Petit Provençal. Ils étaient nombreux à attendre ainsi, à se précipiter au guichet pour recevoir leur tas de journaux à l'encre encore fraîche. Et alors c'était à celui qui courait le plus vite pour atteindre la canebière et les grands cafés. Je travaillais, moi, chez un menuisier, dans la même rue, de plein pied avec le trottoir. Mon père était charron dans un village de Provence. Alain avait traversé Marseille plusieurs fois, lorsqu'avec ses parents il se rendait à Cannes ou à Nice. Pourquoi ne s'y était-il jamais arrêté? S'il avait mieux connu la ville, il aurait pu se créer des images précises au fur et à mesure que son compagnon lui parlait. Nous avons fait d'autres métiers tous les deux. Entre autres, l'idée nous est venue de racheter chez les pharmaciens et chez les herboristes des fonds de tiroir, les tisanes trop desséchées, et nous les mélangions petit bonheur. Nous les mettions dans des boîtes sur lesquelles nous collions une étiquette « thé indien ». Nous allions de maison en maison, dans la banlieue, dans les villages. Comme cet enfant est pâle, ma bonne, on voit bien que vous ne connaissez pas le thé indien, le meilleur remède contre l'anémie. Avec 3 boîtes, vous en ferez un colosse. Le thé indien était bon pour tout, pour tous. Pour les vieillards, les femmes en couche, les constipés, les diabétiques. Nous sommes remontés ainsi jusqu'à Lyon. Mais notre grand rêve était de gagner Paris. Il nous a fallu des mois pour le réaliser. Nous avons débarqué un beau jour à la gare de Lyon, et quelques nuits plus tard, afin de gagner quelques sous, nous allions coltiner les légumes aux halles avec les gens de la cloche. Il existait alors, rue Montmartre, pas loin des halles, une petite boutique étroite, obscure, avec seulement quelques brochures pâlies en vitrine. Et nous devions en devenir les assidus, car c'était là que se réunissaient les jeunes libertaires, que d'aucuns voulaient confondre avec les anarchistes. Nous sommes devenus libertaires tous les deux. Nous avons lu toutes les brochures, tous les livres, tous les tracts. Nous avons assisté à des réunions secrètes et à des meetings. Nous avons manifesté dans les rues. Vous ne pouvez plus, vous les jeunes d'aujourd'hui, comprendre ça. Nous ne parlions que du bonheur de l'humanité. Et, pour que ce bonheur se réalisât, le chambardement général nous paraissait indispensable. Parmi nos camarades d'alors, il en est qui sont devenus ministres, directeurs de journaux, grands dignitaires de la Légion d'honneur. Il y a aussi un académicien,
et d'autres qui ont mal tourné. Certains, pendant la guerre de 1914, sont morts en prison et 2 ou 3 ont été fusillés dans un fossé de Vincennes. Mais ce que je voudrais que tu saches, mon petit, c'est qu'il y avait là des gens très bien, que la plupart étaient des gens très bien, qu'un petit nombre d'entre eux seulement, sans compter les agents provocateurs, étaient des crapules. Nous parlions beaucoup de bombes, nous en avons fabriqué je ne sais combien, que nous finissions, effrayés, par aller jeter dans la Seine pour nous en débarrasser. Nous en avons lancé une, pourtant, qui a fait des dégâts et des morts, dans un grand restaurant qui existe encore et où avaient l'habitude de se réunir les députés et les sénateurs. Ils mangeaient là, somptueusement, au moment où les gendarmes et la troupe avaient reçu l'ordre de tirer sur les grévistes dans les mines du Nord. Ton père n'en était pas, je te le dis tout de suite, non pour le blanchir, mais parce que c'est la vérité. C'était d'ailleurs un hasard. Il était entré, quelques jours plus tôt, à l'hôpital. Il savait ce que nous préparions. J'allais le voir et je le tenais au courant. Tu es sûr que ça ne fera pas plus de mal que de bien à la cause ? Me disait-il. Le sort m'a désigné avec 3 autres pour aller placer la bombe. Ce n'était pas moi qui la portais, mais j'ai été attrapé et j'en ai eu pour 10 ans. C'était l'époque où ton père se mettait en ménage avec une bonne fille pas très intelligente qui était serveuse dans une brasserie. Il n'avait pas le sou. N'empêche qu'il m'a fait dire par mon avocat de ne pas me biler. Et il a tenu parole. Pendant 1 an, 2 ans, je n'ai pas eu de ses nouvelles. J'ai fait 2 tentatives d'évasion par mes propres moyens, et les 2 fois j'ai été repris. La seconde fois, j'ai failli laisser mes os dans la forêt tropicale. J'étais encore à l'infirmerie quand un garde chiourme est venu me trouver, et il m'a dit que je ferais mieux de me dépêcher de me rétablir. C'était un Corse, une crapule, mais ton père avait payé ce qu'il fallait et il s'était montré régulier. Est-ce que tu commences à comprendre pourquoi j'ai été content de te voir ? Tu comprendras mieux plus tard, parce qu'il y a des choses que tu ne sais pas encore. Parce que Gênes et moi, depuis, nous avons souvent bavardé. Si ça peut te faire plaisir, sache dès maintenant que c'est d'accord avec lui que je te parle comme je le fais. Il vous en a chargé ? Questionna Alain, ému. Et ils marchaient toujours à pas égaux, en fumant leurs cigarettes. Et pour la première fois de sa vie, Alain avait vraiment l'impression d'être un homme. Ils atteignirent le quartier de la Jeunette, le tramway, l'hôpital, et là, tout naturellement, comme d'un commun accord, ils firent demi-tour. « J'aime mieux ne pas me promener de ce côté », fit simplement Bourgue. « Remarque que j'ai des papiers en règle au nom de Joseph Brun. N'oublie pas le nom si on te questionnait sur moi. C'est ton père qui me les a envoyés. J'avais échoué à La Havane, où il y avait une quinzaine de Français dans mon cas. Le gouvernement cubain ne nous embêtait pas, pourvu que nous nous tenions tranquilles. Le ministre de France nous ignorait lui aussi, et même, à un moment donné, sachant qui j'étais, il m'a pris comme maître d'hôtel à la légation. J'ai rencontré une Française, une grosse fille placide, Adèle, qui faisait ce qu'elle pouvait pour se débrouiller, mais qui n'avait pas beaucoup de succès, car elle ne savait pas s'y prendre avec les hommes. Nous sommes devenus copains. Elle m'invitait dans sa chambre, où elle préparait des petits plats de chez nous. C'est là que j'ai constaté que si, comme putain, elle ne valait rien, c'était une cuisinière de premier ordre. Nous avons monté un petit restaurant français tous les 2. Il n'y avait que 6 tables, et elles étaient toujours retenues d'avance. Adèle devenait énorme, tellement grosse qu'à la fin elle ne pouvait plus s'asseoir. Ça a duré des années. Je n'osais pas revenir en France. Ce n'est que quand Adèle est morte que j'ai été pris par le mal du pays et que j'ai écrit à ton père. Vous habitiez Bordeaux. Il était riche. Je lisais son nom dans les journaux. Je me disais qu'il m'avait sans doute oublié ou qu'il préférait ne pas se souvenir. Quelques mois plus tard, je ne recevais pas moins des papiers d'identité et de l'argent, dont je n'avais pas besoin, car j'avais eu le temps d'en mettre de côté. Voilà l'histoire, fiston. Eugène est venu me chercher à bord du bateau, et nous nous sommes embrassés. J'ai éclaté de rire, en constatant qu'il n'avait pas changé. Parce que, vois-tu,
et ça ne le diminue pas, il a toujours gardé les goûts de son adolescence. Je me souviens qu'une fois qu'il avait gagné une certaine somme à un concours de boules, c'était à Marseille, il a tout dépensé en une demi-heure pour s'acheter un complet à carreaux, une cravate de soie rouge, des souliers fins avec des incrustations de cuir différents. Pour épater les gens, et peut-être plus encore pour le plaisir de faire plaisir, il lui arrivait de donner comme pourboire le double de ce qu'un repas lui avait coûté. Gardez la monnaie. C'était son mot. Il adorait se montrer grand seigneur, quitte à se contenter pendant plusieurs jours de pain et de café crème. Je n'ai pas voulu, à mon retour, me mettre à sa remorque, sans compter que je pouvais toujours être reconnu et lui attirer des embarras. J'ai vécu à Paris, où on risque moins de se faire prendre que partout ailleurs. J'ai bricolé. J'ai eu un petit commerce sur la butte. Il venait me voir de temps en temps. Nous allions manger tous les deux dans des caboulots que nous connaissions. Et il avait soin de ne pas amener sa grande bagnole et son chauffeur. Il avait des hauts et des bas, mais ça lui était égal, parce qu'il se sentait sûr de réussir. Je les aurai, répétait-il volontiers. Et ça fait quand même plaisir quand on est le fils de mon pauvre bougre de père, qui ne savait pas seulement son nom exact ni son pays d'origine. Et vous parlez de nous? Parfois. De toi surtout les derniers temps, car il a eu envie de m'avoir plus près de lui. Il venait de donner une maison à Foucret, et peut-être avait-il une arrière-pensée en le faisant. Il m'a demandé de m'y installer, et nous nous sommes vus plusieurs fois par semaine. Voilà toujours quelques petites choses que je tenais à te dire sur ton père. Les autres, ta mère, ta sœur, ton imbécile de frère, ça ne les intéresse pas. Il vous l'a dit? Peu importe. Maintenant, j'ajoute ceci. Si tu as besoin de n'importe quoi, d'un conseil ou d'autre chose, viens me trouver. Compris? Tu verras bien si tu te plais chez Jaminet. Je crois que je m'y plairai beaucoup. Ne parle pas trop vite. Viens me voir quand tu voudras, le plus souvent possible. Je n'ai pas de raison de déménager. Je n'ai personne au monde. Les Foucret sont de braves gens. Je les aime bien aussi. Il était sur le point de s'attendrir. Il se trouvait à nouveau au terminus du tram, et la lune montait, toute ronde, derrière les arbres. Voilà un tram qui arrive. File. Il aurait aimé s'attarder encore, marquer d'une façon quelconque sa nouvelle amitié. Mais il ne savait pas comment s'y prendre, et on aurait dit que la silhouette de Bourg était devenue plus sèche, plus rapide, sa voix moins personnelle. Un de ces jours. Il tendit la main. Son compagnon partit sans la voir et disparut dans l'obscurité de la route. Pourquoi ne pouvait-il pas raconter tout cela à mademoiselle Germaine? Il aurait eu tant de joie à lui montrer que son père était un homme différent de ce que l'on croyait. Depuis la veille, il se sentait comme ivre. Il y avait en lui une allégresse qu'il n'avait jamais connue, et plusieurs fois avant de se coucher, il murmura « Papa ». Le papa de Marseille, de Lyon, de la rue Montmartre, l'homme qui allait retrouver dans les caboulots son camarade d'enfance, et qui voulait les avoir. Avoir qui? Il n'aurait pas pu préciser, mais au fond de lui-même, il comprenait ou croyait comprendre. Les avoir. Tous. Les Estier, les Bigois, tous ceux dont il avait graissé les pattes, rempli la panse, et qui s'étaient retournés contre lui. C'était à une race qu'il s'en prenait, à un monde. Alors, depuis le matin, il lui venait d'autres pensées plus confuses, auxquelles il préférait ne pas s'attarder. En somme, cet homme qu'il avait à peine connu, qu'il avait négligé de connaître, parce qu'il n'imaginait pas qu'un être pût être différent de ses apparences, cet homme qui était mort sur le plancher sale d'une pharmacie de quartier, cet homme-là n'avait-il pas toujours été seul? Seul? Non, car il y avait les Foucret et l'ancien bagnard. Mais à part eux, son fils aîné, par exemple, le fils de sa première femme,
qui aurait dû logiquement, dans l'esprit d'Alain, ressembler au Malou de jadis et qui ne pensait qu'à monter en grade à la préfecture. Sa femme, la mère d'Alain, et Corinne. Il ne voulait pas s'attrister. Il travaillait dans son bureau surchauffé où il connaissait déjà tous les jeux d'ombre et de lumière. Il reverrait souvent Joseph Bourg. Il aurait voulu le revoir tout de suite, mais il n'osait pas se rendre le soir à Malouville. Il attendrait le dimanche suivant. Si Bourg allait à la pêche, il ne fallait pas le déranger dans ses habitudes, il l'accompagnerait et se tiendrait tranquille à côté de lui. De temps en temps, là-haut, un des enfants s'adressait à sa mère pour lui poser une question au sujet de son devoir. Les autres faisaient « chut » et on les devinait penchés sur leurs cahiers, qui se bouchaient les oreilles avec les doigts. La sonnerie du téléphone retentissait. C'était mademoiselle Germaine qui décrochait toujours. Cela faisait partie de ses prérogatives. « C'est pour vous, monsieur Alain. » Qui pouvait le demander? Il fut inquiet soudain, et cela se sentit à sa voix quand il dit « Allô ?» Il avait déjà reconnu la voix, et il était déconfit. « Il faut que je te parle. J'ai des choses importantes à te dire. Tu ne veux pas passer chez moi après ton travail? À quelle heure finis-tu? À 6 heures. C'est à 5 minutes de ton bureau. Je ne veux pas y aller. Tu es idiot. N'aie pas peur, il ne sera pas là. Je n'irai quand même pas. Comme tu voudras. Remarque que je pourrais me passer de t'en parler, mais je préfère que tu saches. Elle dut mettre la main sur le microphone, se retourner et adresser quelques mots à quelqu'un, car il perçut un léger murmure. Donc Fabien était chez elle. Il fut sur le point de raccrocher. « Écoute, puisque tu n'es pas plus intelligent que ça, je te verrai au café de Paris à 6 heures. Ne me fais pas attendre, car je n'aurai pas beaucoup de temps. » Il dit oui, parce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Mais il était furieux de voir sa famille surgir déjà dans sa nouvelle existence. Quand il reprit sa place, mademoiselle Germaine hésita un moment à lui adresser la parole. Elle le fit avec beaucoup de douceur, non sans une certaine gêne. « Monsieur Alain, surtout ne le prenez pas de mauvais part. Nous sommes ici tous les deux des employés. Alors, j'aime mieux vous prévenir, afin qu'on ne vous fasse pas d'observation. Les patrons, surtout monsieur Émile, n'aiment pas que l'on reçoive des communications personnelles. » Il rougit. « J'espère que je n'en recevrai plus. »« Vous êtes fâché ? Remarquez, ça ne me regarde pas. »« Je vous assure, mademoiselle, que je ne suis pas fâché et que je vous en ai au contraire de la reconnaissance. C'est à cause des ouvriers, à qui il arrive d'abuser. Si tout le monde se mettait à recevoir des coups de téléphone, on lui avait gâché son heure. Il n'aurait pas pu dire au juste pourquoi. Il avait perdu sa belle allégresse. Il s'inquiétait de ce rendez-vous avec sa sœur. Qu'est-ce qu'elle lui voulait? Il aurait tellement mieux aimé qu'elle vive dans une autre ville. Ou même, et c'est la première fois qu'il formulait une pensée de ce genre, qu'elle soit morte à la place de son père. À 6h moins 5, comme d'habitude, il rangea les boîtes de fiches, monta sur l'escabeau, ce qui était toujours pour lui un plaisir, mit de l'ordre dans ses tiroirs et alla se laver les mains à la fontaine d'émail qui était dans l'atelier. Dans le même temps, mademoiselle Germaine retirait son tricot, qu'elle enfermait dans un placard, et, après avoir fait bouffer ses cheveux blonds, mettait son chapeau, son manteau et ses gants. Ils marchaient ensemble jusqu'à la rue, où elle tournait à gauche, tandis qu'il prenait à droite. Ils se serraient la main, se disaient bonsoir, et il y avait dans l'ombre une petite vieille qui attendait sans bouger, la mère de mademoiselle Germaine. Un cinéma était illuminé en face. Plus loin, le café de Paris, avec ses grandes vitrines à l'éclairage plus discret et les silhouettes autour des tables.
les têtes plus ou moins chauves des joueurs de cartes et de dominos, auréolées de fumée. Du dehors, il vit que sa sœur n'était pas arrivée, et il faillit ne pas attendre. Entra cependant, cherchant une table libre, et, sans retirer son pardessus, commanda un boc. Gabriel, le garçon, l'appela Monsieur Alain, et essuya soigneusement la table devant lui. Après quelques minutes, une auto s'arrêta. Corinne, en manteau de fourrure, en bas clair, sauta sur le trottoir, qu'elle traversa vivement, et se dirigea vers son frère. « C'est malin de me faire perdre mon temps. »« Il t'attend ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Si tu le connaissais mieux, si tu n'étais pas un gamin orgueilleux, tu te conduirais autrement. Un porto, garçon. » Elle fouillait dans son sac pour y prendre son étui à cigarette. « C'est grâce à lui, justement, que j'ai appris ce que je veux te dire. Tu l'écriras à maman si tu penses que c'est utile. Pour ma part, je préfère ne pas m'en occuper, car je tiens à me mêler le moins possible des affaires de la famille. » Il eut l'impression qu'on les écoutait de la table voisine, et il en fut gêné. Tout le monde les connaissait. On les regardait, c'était certain. Il est allé faire hier un bridge chez un de ses confrères, où ils étaient plusieurs médecins, entre autres le docteur Lachaud, le spécialiste de la gorge et des oreilles. Ils ont bavardé, et, comme ils en ont l'habitude entre médecins, ils ont parlé de leur malade. Elle soufflait lentement la fumée de sa cigarette devant elle, regardait l'heure, observait par la vitre l'auto qui l'attendait. C'est ainsi qu'il a appris que notre père était très malade. La poitrine soudain serrée, Alain ne bougeait pas, tant cette nouvelle qu'on lui apprenait dans l'atmosphère banale d'un café était inattendue. « Voilà ce que je sais. Tu en feras ce que tu voudras. Le jour de sa mort, vers 3 heures, papa a téléphoné au docteur Lachaud pour lui demander un rendez-vous. Il insistait pour le voir tout de suite. Il paraissait très inquiet. Lachaud le connaissait, mais ne l'avait pas examiné. Il a dit à papa de venir le voir à l'instant, qu'il trouverait un moment pour le recevoir. Papa y est allé, il a été catégorique. Tu sais comment il était autrefois. Je vous demande de m'examiner et de me dire brutalement oui ou non. Je ne veux pas d'encouragement. Je ne veux pas d'espoir plus ou moins vague. Oui ou non, docteur, rien d'autre. » Et il ouvrit la bouche. Tu sais qu'il souffrait souvent de la gorge. Il en a souffert toute sa vie. Nous nous moquions de sa voix rauque. Lachaud n'a pas eu besoin d'un long examen. « Oui ou non, docteur ?» répétait-il. « Il y a trop d'intérêt en jeu, voyez-vous, pour que je ne sois pas fixé dès à présent. Pesez bien votre responsabilité. » Et Lachaud a dit oui. Ce qui signifiait que papa avait un cancer à la gorge et un début de cancer à la langue. Il paraît que papa était très bien. Il a ricané. Il a demandé combien il devait. « Profitez-en tant qu'il en reste », a-t-il plaisanté en ouvrant son portefeuille. Lachaud a voulu lui parler d'opération, mais papa l'a fait taire. « Je sais, je connais la question presque aussi bien que vous. Il y a des années que je m'y attends. » Et il est parti en serrant la main du docteur. Quelques minutes plus tard, il sonnait chez le comte d'Estier, si bien que je me demande maintenant s'il a fait ce qu'il a fait ensuite à cause de ses ennuis d'argent ou parce qu'il se savait condamné. Tu te souviens de son horreur de la maladie ? Un rhume, une grippe, le rendait furieux. Il considérait le plus léger malaise comme un amoindrissement. Voilà tout ce que je voulais te dire. Ça ne change rien, puisque le mal est fait, mais il était peut-être bon que tu le saches. Pour en finir, et tant que nous y sommes, laisse-moi ajouter que tu te conduis comme un enfant, et que tu rends ma situation difficile. Je ne vois pas le déshonneur qu'il y aurait eu à partager mon appartement, du moment que tu n'y rencontres jamais qui tu sais. Au lieu de ça, tu vas te mettre dans une auberge, et toute la ville est au courant. Je t'en remercie, mais je te le répète, je n'ai jamais rien attendu de bon de la famille. C'est tout. Adieu. Sur ce, elle avala un fond de Porto, ramassa son sac et son étui à cigarette, se dirigea vers la porte,
que Gabriel lui ouvrit en s'inclinant. Quelques instants plus tard, la portière claquait, et l'auto démarrait le long du trottoir. Alain avait écrit à sa mère le dimanche matin, dans sa chambre des Trois Pigeons, avant d'aller à Malouville. Lettre sans effusion, car il n'y avait jamais eu d'effusion entre sa mère et lui. C'était plutôt comme un devoir d'écolier, et il en profitait pour décrire sa chambre, la salle à manger, le greffier qui mangeait en face de lui, le vieux poignard toujours entre deux vins et la cuisine savoureuse de Mélanie. Il parlait aussi, mais pas trop, de sa place chez les Jaminet et de son travail. C'est un miracle, concluait-il, que je m'en sois tiré si vite et que je puisse, du jour au lendemain, subvenir à mes propres besoins. Si tu avais besoin d'argent, je pourrais te renvoyer une partie des 3000 francs que Corinne m'a donnés. Je toucherai déjà mon traitement dans 15 jours, puisque c'est la fin du mois, et il suffira pour ma note de l'auberge. Embrasse tante Jeanne, son mari et Bertrand pour moi. J'espère que ta santé est bonne. Pour ma part, le rhume que je craignais ne s'est pas déclaré. Il marcha dans les rues d'une façon si machinale qu'il fut surpris de se trouver en face des Trois Pigeons. L'habitude avait vite été prise. Mélanie, en le voyant entrer, s'écria. « Ça ne va pas, monsieur Alain ?» Il essaya de sourire. « Vous avez reçu de mauvaises nouvelles ?» Alors, il n'y tint pas. Il avait besoin de se confier. « Mon père était très malade, » murmura-t-il. Elle ne comprenait pas. Peut-être pensait-elle que, puisqu'il était mort, cela importait peu qu'il eût été malade ou non. Il avait un cancer à la gorge. Il l'a appris une demi-heure avant de se tuer. Vous croyez que c'est pour ça? Allons, buvez un petit coup. Mais si, ça vous remontera. Elle lui avait servi un verre de rhum. C'est terrible ce qu'il y a des gens de malades sur la terre. Surtout à nos âges. Vous, heureusement, vous n'en êtes pas encore là. Mon mari, tenez, qui a l'air fort comme un Turc, il y a 1 an qu'on doit l'opérer de la vessie, à la prostate, comme ils disent. Certains jours, il ne peut pas pisser, sauf votre respect, et il faut lui mettre un tuyau de caoutchouc. Il a peur, il ne veut pas se laisser endormir, car il prétend qu'il ne se réveillerait pas. C'est depuis lors qu'il boit volontiers. Vous le voyez en bas, vous, quand il fait bonne figure, mais je vous jure que la nuit, quand il souffre le martyre devant son pot, il devient comme un petit enfant. Buvez, monsieur Alain. Un cancer, évidemment, c'est sérieux. J'ai une cousine qui en a eu au sein et elle est morte, laissant 3 petits-enfants. S'il avait vraiment un cancer, peut-être qu'après tout il a bien fait. Mais est-ce sûr? C'est certain. Allez vous mettre à table. Je vais vous faire une omelette au jambon pour commencer, et ne pensez plus à tout ça. Si on devait se tracasser pour ce qui vit et ce qui meurt. Il se laissa pousser dans la salle, où il n'y avait que 2 voyageurs de commerce à la table ronde, sous le lustre. Le greffier roux n'était pas encore arrivé. Un chat était couché, en rond, sur une chaise, et une servante en tablier blanc, la plus gentille, Olga, se tenait près de la desserte. Il faut surtout que vous mangiez. Je ne tiens pas à ce qu'on dise que mes pensionnaires maigrissent chez moi. Tu le serviras bien, Olga, et donne-lui une demi-bouteille de vin bouché. C'était curieux, tout ce bavardage, dont il aurait été incapable de répéter un seul mot, qu'il avait à peine entendu, l'avait pour ainsi dire endormi. Il n'y avait plus en lui de douleur aiguë, de pensée précise. Il se sentait seulement endolori. Pauvre papa. Et, tout en mangeant sa soupe trempée de pain, il imaginait son père, dans le cabinet du docteur Lachaud, son père qui crânait, qui prononçait presque gaiement « Oui ou non ?» Alors, puisque c'était oui, est-ce que, bien portant, il se serait obstiné à lutter?
Est-ce qu'il aurait continué à se battre pour faire vivre cette grosse maison qui était une sorte de gouffre, pour tout ce monde que, depuis des années et des années, il portait en quelque sorte à bras tendus, pour sa femme, pour Corinne, pour lui-même, Alain, qui se contentait d'aller au collège et qui n'avait jamais eu la curiosité de savoir quel homme était son père? C'était oui. Et il y avait des scellés à toutes les portes. Et les chantiers étaient fermés, et les affaires étaient aux mains d'un syndic. Et tous les crabes s'agitaient. Le journal, chaque matin, l'accablait d'échos perfides. C'était oui, et il n'avait même plus quelques milliers de francs d'argent liquide, d'argent frais, comme il disait dans ses beaux jours. Pas d'argent pour les soins, pour les opérations indispensables. Des opérations, il le savait, qui n'arrangeaient rien, ne guérissaient pas, ne servaient qu'à reculer chaque fois l'échéance de quelques mois. Il n'était pas rentré chez lui en quittant le médecin. À qui se serait-il adressé? Qu'aurait-il fait? Il était allé chez le comte d'Estier, et peut-être avait-il alors joué quitte ou double. Peut-être, superstitieux comme il l'était, s'était-il dit en soulevant le marteau de la porte: « Si ça réussit, je continue. » Cela n'avait pas réussi. Estier s'était montré intraitable. Estier n'avait pas cru au revolver que son visiteur brandissait. Il l'avait poussé dehors, implacablement. À la rue d'où il était sorti. À la rue où Eugène Malot avait préféré en finir, peut-être parce qu'elle lui était plus chaude, plus familière, plus bienveillante que sa maison. « Alors, mon petit monsieur, » questionnait Mélanie, « vous allez me dire des nouvelles de cette omelette? Il n'y en a que pour vous. Il faut que vous la mangiez tout entière. Et ensuite, il y aura du veau à la casserole, comme vous en avez mangé le jour de votre arrivée. » Il avait envie de lui prendre la main pour lui dire merci. Les visages des voyageurs de commerce se brouillaient devant ses yeux. Cependant, il mangea tout ce qu'elle voulut lui faire manger. Il but même son vin, sans s'en rendre compte, en reniflant de temps en temps. Était-ce dans des petits caboulots de ce genre que son père aimait aller retrouver son vieil ami Bourg? Vous voyez que ça va mieux. Maintenant, si vous m'en croyez, vous allez vous coucher avec une boule d'eau chaude. Olga, tu mettras une boule d'eau chaude dans son lit. Demain est encore un jour. Et il y en aura d'autres. Il ne pouvait quand même pas l'embrasser devant tout le monde. Il s'éloigna, mal à l'aise, salua gauchement les deux voyageurs et monta lentement l'escalier. Olga, quand elle lui apporta sa boule, lui dit: « Vous savez, je connais ça, moi aussi. Il y a seulement 4 mois que j'ai perdu maman. Vous ne voulez pas une tisane? Quelque chose de chaud qui vous fasse dormir? » Il dit non, remercia, mit le verrou à la porte. Il se coucha avec la certitude qu'il ne parviendrait pas à dormir. Un instant, il remua la langue dans sa bouche en se demandant s'il n'avait pas un cancer, lui aussi. Il revit mademoiselle Germaine qui prenait, dans l'ombre du trottoir, d'un geste toujours le même, le bras de sa petite vieille femme de mère. Il revit les Fouqueray, l'homme et la femme, lui avec sa longue pipe et elle avec son tablier à petits carreaux bleus. Mais il ne parvenait pas à fixer les traits de Joseph Bourg. Il s'y acharna un moment sans succès, puis soudain, sans transition, sombra dans le sommeil. On n'entendait dans la chambre qu'un souffle régulier quand Mélanie, en montant se coucher à 10 heures, colla l'oreille à la serrure.